Alors pour notre prochain sujet, attendez-vous à être un petit peu étonné. Vous imaginez des panneaux photovoltaïques dans l'espace, alimentés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une efficience 3 fois supérieure à celles qui sont sur Terre et l'énergie qui revient sur Terre par un faisceau. C'est Jean-Dominique Coste qui va nous expliquer ce sujet d'Airbus Blue Sky. Bonjour à tous, merci Christophe, merci au groupe Bouygues pour cette matinée absolument fascinante. Je pense que, comme certains dans l'audience, j'ai beaucoup appris ce matin et ce n'est pas encore fini. Donc, je travaille chez Airbus où je dirige une fonction qui s'appelle Blue Sky, qui est en charge d'explorer les technologies qu'on pourrait qualifier de futuristes, mais qui sont émergentes à l'horizon 10 ou 20 ans et qu'on considère comme potentiellement stratégiques pour l'industrie d'aérospatiale et de défense. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de ce projet Power Beaming, qui est un de nos projets phares qu'on a lancé l'année dernière. Quelques éléments de contexte sur Airbus. Donc, Airbus a comme axe stratégique majeur actuellement d'être un pionnier de l'aérospatiale, donc responsable et durable. Donc, il faut savoir que, en particulier, l'industrie aéronautique a vécu une évolution très très incrémentale sur son premier siècle, sur les 100 premières années de l'aviation. La façon de faire un avion n'a pas énormément changé. Par contre, maintenant, on est dans le plus grand défi que l'industrie a jamais connu, c'est de se réinventer pour un monde aux ressources limitées, un monde où l'aérospatiale est un contributeur à tous ces challenges climatiques. Et donc, l'entreprise se dirige à fond sur une réinvention vers des systèmes qui soient durables, que ce soit sur le portefeuille aviation ou spatial. Deuxième élément de contexte, on entend beaucoup de nations annoncer qu'elles ont des objectifs de décarbonisation totale à l'horizon 2050 dans des forums comme la COP. C'est sympa, souvent ils misent cet objectif sur le rajout d'énergie renouvelable dans le mix de plus en plus. Le problème de ça, c'est que le solaire c'est bien quand il y a du soleil, le vent c'est bien quand il y a du vent, mais il n'y en a pas toujours. Et aujourd'hui, on ne connaît aucune énergie renouvelable qui soit capable de fournir les besoins de la société 24 heures sur 24. Donc les objectifs zéro émission 2050 sont aujourd'hui très peu tenables. Et le troisième élément de contexte, c'est la géopolitique. Alors, c'était vrai avant la crise d'Ukraine, mais la crise en Ukraine a vraiment mis en emphase auprès du public le besoin d'avoir un accès indépendant stratégique aux réseaux énergétiques. Parce que les réseaux énergétiques sont très complexes. La chaîne de valeur est en général pas maîtrisée complètement par les opérateurs, par les nations, par les industries de l'énergie. Et donc ce projet-là vise à répondre à ces problématiques-là. Donc je propose de passer sur une vidéo de propagande pour présenter. Voilà. Désolé, c'est en anglais, mais c'est d'anglais simple. On n'est pas des littéraires chez Airbus. Très bien, on va essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé dans cette vidéo.
c'était pas le rayon de la mort de Star Wars, hein. C'est beaucoup plus sympa que ça. Voilà. Alors, ce qu'on a vu dans cette vidéo, peut-être qui marque un peu les esprits, ce sont des grayons. Donc on utilise une technologie qui s'appelle donc, le power beaming. C'est une technologie qui permet de transférer de larges volumes d'énergie sur de longues distances par un rayonnement micro-ondes. Alors imaginez un peu une sorte de laser, un petit peu plus large, qui soit transparent et qui soit surtout sûr. C'est-à-dire que la densité de puissance par rapport au laser est beaucoup moins dense, ce qui fait que ce sont des rayons qui ne sont pas particulièrement dangereux, qui sont modulés pour traverser l'atmosphère et pour ne pas causer trop de problèmes aux organismes ni aux appareils. Alors, quand on a la capacité d'envoyer de l'énergie à travers l'air et l'espace, on peut s'affranchir de câbles, on peut s'affranchir de pipelines, on peut minimiser les besoins de stockage d'énergie qu'on a donc à la cible, et on peut faire des choses magnifiques. Alors, quand on est au sol, on peut envoyer donc, de l'énergie d'un point A à un point B sur des kilomètres sans avoir besoin d'installer une infrastructure qui sera immuable, comme c'est le cas aujourd'hui. On peut aussi envoyer des rayons donc, sur des plateformes aériennes pour les alimenter et aussi pour utiliser ces plateformes comme des nœuds dans un réseau électrique. Ce qui fait que le réseau électrique, je dis électrique, en fait c'est pas vraiment l'électricité ici, le réseau énergétique devient totalement reconfigurable à volonté. On envoie l'énergie où on veut, quand on veut. Et quand on met ça dans l'espace, voilà, c'est le miracle, hein, parce qu'on accède à la seule énergie renouvelable qui soit disponible 24 heures sur 24 à puissance maximum. Et gratuite quand on a installé tout ça, ouais. Effectivement. Donc voilà, c'est le réseau qui est présenté ici. Alors, la question des coûts, bon, on peut en parler longtemps, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites par des organismes indépendants. Et en fait, si on envisage vraiment dans le long terme une capacité de ferme solaire spatiale qui délivre de l'ordre de plusieurs gigawatts, comme le fait une centrale nucléaire aujourd'hui, l'ensemble du système n'est pas si cher qu'on peut l'imaginer. C'est comparable à des grands projets énergétiques comme un grand puits offshore pétrolier ou un nouvel ensemble de centrales nucléaires. Sauf que, évidemment, plus le système reste dans l'espace, plus il devient durable et son empreinte carbone diminue à terme. Qu'est-ce qu'on a fait chez Airbus ? L'année dernière, on a construit un démonstrateur au sol, de bout en bout, où on a donc installé des panneaux solaires, on a récupéré ça l'électricité, on a transformé l'électricité en rayonnement micro-ondes, on l'a balancé sur une quarantaine de mètres, on l'a récupéré, retransformé en électricité, et on a alimenté une mini-ville jouée qu'on a construite pour l'occasion, et on a on a balancé ça sur un électrolyseur qui a permis de produire de l'hydrogène vert, sachant que l'hydrogène, c'est pour Airbus le carburant de l'aviation du futur. Et en faisant ça, on a appris beaucoup sur en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer un truc pareil à plus grande échelle. Si on veut aller sur des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, sur des mégawatts, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on a appris notamment que la distance a très peu d'importance, et qu'en fait, le rayon est très stable. On peut le balancer jusqu'à Mars sans trop de problèmes. C'est beaucoup plus sûr en termes d'effet sur donc, les organismes et les appareils qu'on le pensait. C'est très focalisé en plus. Et par contre, il y a des défis sur la conversion de courant continu à ondes électromagnétiques et vice-versa. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement. Donc, notre plan, notre ambition, c'est de grandir sur la dizaine, voire maximum, une vingtaine d'années à venir, en capacité. Alors, à l'heure où je parle aujourd'hui, nous sommes en train de développer un démonstrateur aérien. Ça comprend cette techno, on la met dans l'air. On va envoyer un rayon donc depuis le sol vers une plateforme aérienne pour l'alimenter. Et aussi, cette plateforme aérienne sera équipée de cellules solaires et pourra indépendamment alimenter une cible au sol qui aura l'antenne qu'il faut. Et donc on fait un lien sol-air, air-sol, et aussi on va tester du sol-air-sol pour déjà, dans les 2 ans à venir, être capable de déployer un système pareil sur un besoin énergétique où un client aurait besoin d'avoir de l'énergie quelque part, il n'y a pas de câble, ben voilà, on déploie le système. Après avoir fait ça, on va passer dans des gammes de puissance et de distance plus élevées, vers des véhicules comme des taxis volants, rentrer dans les réseaux énergétiques et à terme aller dans l'espace.
Donc on pense que on peut tester ça dans l'espace dans les 5 ans à venir sans problème. Pour un déploiement d'une infrastructure qui soit vraiment opérationnelle, il faudra compter quand même probablement un minimum de 10 ans. Mais 10 ans pour l'industrie aérospatiale, c'est pas beaucoup. C'est plutôt classique. Bien, donc c'est pas quelque chose qui se fera tout seul chez Airbus. Donc nous, on est au sein de mon organisation, notre rôle c'est de développer les briques technologiques, de valider les cas d'utilisation. Et après, il faut embarquer des gens avec nous pour y aller. Donc on développe le projet Zeus. On a travaillé avec l'Agence spatiale européenne sur leur projet Solaris. On travaille avec des énergéticiens comme Siemens, ainsi qu'un grand énergéticien français que je ne nommerai pas, mais vous probablement saurez qui c'est, ainsi que certaines instances européennes. Et on serait très heureux de trouver des cas d'utilisation avec des industriels comme vous, si vous voyez un besoin, donc de déployer de l'énergie là où il n'y a pas d'énergie et là où il n'y a pas de câble. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est une technologie qui permet d'accéder à la seule source d'énergie renouvelable disponible 24 heures sur 24. Et c'est une technologie qui permet de complètement redéfinir les réseaux énergétiques pour distribuer l'énergie comme aujourd'hui on distribue de la donnée à travers l'air et l'espace. Merci et plaisir de vos questions. Merci beaucoup. Effectivement, 10 ans, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'on peut également suivre des bateaux? Par exemple, est-ce qu'on pourrait alimenter des super-containers comme ça, avec un faisceau qui suit le bateau? Oui, tout à fait. Donc le transmetteur et le récepteur peuvent être en mouvement tous les deux, et le faisceau s'adapte automatiquement. Et notamment, un des cas d'utilisation qu'on regardait avec Siemens, c'était une ferme éolienne offshore qui balance l'énergie onshore en faisant fi du câble sous-marin. Un Nexans ne va pas être d'accord, mais... Une question ici, Julien. J'aurais voulu savoir pourquoi vous avez éludé la question des batteries. Pourquoi dans votre équation, les batteries, elles n'apparaissent pas? Parce que l'énergie renouvelable avec des batteries, elle continue à 24 heures sur 24. Et les batteries, on va faire de sérieux progrès sur le sujet. Et on est arrivé à faire des choses assez extraordinaires. Donc je pense que cet élément-là, il doit rentrer dans l'équation. Et vous pensez aux batteries sodium-ion, peut-être? Vous avez raison. Et d'ailleurs, Airbus, nous développons des batteries pour notre prochaine génération d'avions. Donc nous sommes connaissons le sujet. Bon, c'est vrai que j'ai pris quelques raccourcis sur l'énergie renouvelable, mais de ce qu'on voit aujourd'hui, par rapport aux besoins de la société à l'horizon 2040-2050, il est très difficile de voir les capacités, même si on couvre l'océan de fermes éoliennes, qu'on met des batteries près des côtes, etc., les premiers calculs montrent que c'est quand même assez compliqué de rester dans les mêmes besoins, satisfaction des besoins énergétiques. Alors, ça, ce n'est pas la solution totale à l'équation climatique mondiale. Ça, on le voit comme un élément dans un portefeuille de solutions qui sera complémentaire à peut-être la fusion nucléaire quand elle viendra, à donc le photovoltaïque avancé. C'est un élément qui rentrera dans le mix, mais qui est très intéressant quand on a besoin d'avoir un accès à l'énergie vraiment là où on veut, parce qu'on peut pointer le rayon où on veut. En fait, il faut juste avoir une antenne, il n'y a pas besoin de mettre des câbles, etc. Merci beaucoup. Une autre question. Ah, Philippe Carignard, d'Equans, pardon. Merci. J'avais deux questions. La première, c'est quelle est l'altitude par rapport aux petites questions qu'on avait de déchets qui peuvent... Et puis la deuxième question, c'est quand j'ai mes 100 watts, en haut, il arrive combien, le rendement en fait, de la technologie est de combien? Ok, alors l'altitude, si on parle du système final, donc ça devrait être une altitude géostationnaire à 36 000 km. Sachant qu'avant d'arriver là, il y a quand même beaucoup d'étapes à faire. On peut faire le truc dans l'air et à des altitudes d'orbite basse, mais à terme, ce sera un géostationnaire. Sur la question du rendement, c'est la question clé. Alors, sur le transfert vraiment de antenne transmetteuse à antenne réceptrice, sur le rayonnement lui-même, il y a très peu de pertes. Donc on récupère à peu près 95% de ce qu'on émet. Parce que la beauté de micro-ondes, c'est que ça passe à travers tout, pratiquement. Enfin, surtout à travers l'atmosphère. C'est mieux que ton chargeur de batterie de ton téléphone portable. Par contre, ouais, mais c'est ce qui m'étonne. Là, je vais quand même dévoiler que le rendement total depuis soleil jusqu'à application finale
est aujourd'hui très faible. Et c'est ce qu'on a vu dans notre démonstrateur au sol. Le démonstrateur au sol qu'on a fait, ça a utilisé des technos qui étaient disponibles un peu off the shelf, et on avait un rendement total de 5%, qui était absolument ridicule. Mais on sait comment développer des convertisseurs, des antennes phase array pour être beaucoup plus efficaces, et à terme, on vise un rendement de 70% total. Ce que les énergéticiens ont confirmé comme un peu le minimum pour avoir un business case qui tienne la route. Merci beaucoup. Avec ton projet. Ah non, Romain avait une dernière question, je pense, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'un meilleur positionnement Peut-être, si l'antenne est mobile. C'est pour te faire plaisir, là, Romain. Ouais. Parce que ces deux antennes qui sont vraiment interlock entre elles. On module la phase pour que chaque tile de l'antenne soit câblée sur une autre tile. Ouais, c'est vrai que quand on va passer sur l'ordre de la dizaine de centaines de kilomètres, ça pourrait être intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Tu as fait notre journée avec ce projet.